Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui nous allons aborder le 5e volet du livre de la science secrète, coécrit par Barlet, Ferrand, Papus, Nuss, Leget et De Gaïta. Donc ce livre date de 1890. Pour les petits nouveaux, si vous n'avez pas écouté les premières parties, je vous encourage à aller voir les autres audios, les autres vidéos concernant les sujets. Donc on a une partie sur le docteur Ferrand, car vous vous souvenez, Barlet, c'était uniquement un tableau. On a la partie sur Papus et la partie sur Nuss. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie de Leget, donc Monsieur Julien Leget, qui va s'intituler La science occulte appliquée à l'économie politique. Donc conférence par Monsieur Julien Leget, avocat à la Cour d'appel de Paris, secrétaire de la rédaction de l'initiation. Donc on va voir de quoi ça va traiter exactement, je suis assez curieuse de voir, donc comme je le rappelle, je fais cette lecture, je la découvre avec vous, c'est une lecture commentée. Si vous souhaitez la suite, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Et puis n'hésitez pas, comme je le dis souvent, à commenter, à liker, surtout commenter parce que ça permet de partager ensemble. Et selon les niveaux vraiment, et selon les études de chacun et surtout la vie de chacun, les découvertes et le savoir de chacun, ça permet de tout mettre sur la table. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous mettez le reste de ce qui ne convient pas de côté. Voilà, pour la partie de Gaïta. Oui, je vous rappelle que cet audio n'est quasiment pas monté. Je fais des petites coupures de temps en temps si vraiment ça va pas. Mais par la suite, on a juste un petit nettoyage rapide et j'expédie. Donc sur cette semaine, je m'excuse car je ne pourrais peut-être pas mettre suffisamment de texte, mais le but, comme je le rappelle, est de récupérer les livres qui sont justement édité sur ma chaîne en voix synthétique. Le but est de les relire, mais vous vous en doutez, ça prendra beaucoup plus de temps. Et je vous avertis aussi que sur la semaine prochaine, du coup, on aura enfin le 5e volet de ce livre, qui est justement la partie écrite par Stanislas De Gaïta. Et voilà, donc on y va. Introduction. Mesdames et messieurs, j'ai à traiter devant vous des rapports de la science occulte avec la science sociale. Ce titre est bien général, bien vaste. Je ne saurais évidemment, dans une conférence, épuiser les développements qu'il comporte. Il me faut donc fixer des limites et préciser l'aspect particulier de la question que je vais envisager. On peut faire 2 applications bien distinctes de la science occulte à la sociologie. La première consiste à poser la loi universelle qu'elle nous révèle et à tracer conformément à cette loi le plan d'une société idéale. C'est ce qu'ont essayé de faire Saint-Simon, Fourier, Pierre Leroux. La seconde consiste à faire de cette loi, en quelque sorte, la pierre de touche qui doit nous révéler si la société actuelle est vraie ou fausse, conforme ou non au principe d'évolution qui régit l'univers tout entier. C'est cette seconde méthode que nous avons choisie. D'abord parce qu'elle n'a pas été employée ou poussée dans ses dernières conséquences, et ensuite parce que je crois qu'il serait plus utile de prouver l'existence du mal social et de montrer à tous sa véritable cause que de tracer à mon tour un plan de société qui serait comme les autres traité d'utopie. Il ne suffit pas en effet de dire la société est mauvaise et de proposer les réformes qui, peut-être, la rendraient meilleure. Il faut prouver qu'elle est mauvaise et montrer pourquoi elle l'est. N'oublions pas que s'il en est qui souffrent de l'organisation actuelle de la société, il en est d'autres qui en jouissent et que ceux-ci, on les convaincra difficilement de la nécessité de changer un état de choses si clément pour eux. Oui. Vous avez vu, on est en 1890 et on a une constatation finalement qui reste récurrente aujourd'hui. C'est-à-dire que autant on a des personnes qui souffrent, c'est ce qu'il explique, et autant on a des personnes qui, elles, alors il dit bien, il en est d'autres qui en jouissent en fait de cette situation justement de désorganisation et de souffrance. On les convaincra difficilement donc de la nécessité de changer un état de choses si clément pour eux, bah oui, puis comme ça leur profite, bah pour eux tout va bien. Et rien ne doit changer. Donc là, on n'est pas sur une augmentation des choses, par contre, on est sur une situation qu'il établit. Il écrit
Donc, plus de plans de réorganisation sociale. Alors là, il n'y a pas de verbe dans cette phrase. Vous savez bien, comme je le dis souvent, ça reste des personnes humaines qui sont à l'écriture. Et surtout, on est en 1890, donc parfois... Mais là, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça s'amorce bien. Donc il écrit « Utopie tout cela, mais une critique serrée et la démonstration nette qu'un vice de constitution mine la société tout entière, qui dans sa chute entraînera riches et pauvres. » Vous avez vu ce qu'il dit? Je vous relis cette phrase, je m'attendais pas trop à ça, je suis agréablement surprise déjà par le début, je sais pas vous. Utopie tout ceci. Alors, utopie tout cela, mais une critique serrée et la démonstration nette qu'un vice de constitution mine la société tout entière qui est de sa chute entraînera pauvres et riches et pauvres. Je crois que ce n'est qu'à cette condition que tous ceux que l'amour de l'humanité et de la vérité inspire pourront lutter victorieusement contre les théories erronées de ceux que l'égoïsme aveugle ou rend sourds. On dit que c'est un avocat, hein, vous avez vu, hein, et là on va parler d'économie, enfin en tout cas, il met le mot économie dans son sujet. Donc on va voir justement s'il va utiliser ça ou pas, et vous remarquerez aussi qu'il parle ici de vérité. Donc il écrit « C'est donc une œuvre de critique que nous allons faire, nous allons demander à la science occulte sa loi, sa méthode et le critérium qui nous serviront à faire le diagnostic exact de la société actuelle. » Dans une première partie, nous rappellerons brièvement, puisque ces théories sont déjà connues de la plupart de vous, le principe même de la science occulte. Nous montrerons ensuite l'application des lois qu'elle nous enseigne dans un fait d'ordre scientifique et expérimental. Puis, dans une troisième partie, nous comparerons les lois qui régissent la société actuelle à ces lois particulières que nous avons prises comme modèle et qui ne sont que le reflet de la loi universelle. Je m'excuse, hein, il y a des petits moments, il y a des lettres qui sont effacées. Enfin, l'étude des causes et des conséquences, des oppositions et des concordances que nous aurons constatées nous permettra de faire, dans une quatrième et dernière partie, un diagnostic rigoureux dont nous comparerons les éléments aux théories politiques et sociales en cours. Tel est le plan que je me suis tracé. J'espère que cette vue d'ensemble répandra un peu de lumière sur tout ce qui va suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien son côté carré. Il expose clairement les choses, première, deuxième, troisième, quatrième partie, franchement, j'aime bien. Première partie. À la première question que nous avons posée. Alors, que est le principe de la science occulte? C'est vraiment écrit comme ça. Enfin, c'est quel le principe de la science occulte? Nous pouvons répondre. C'est l'harmonie universelle, point d'exclamation. Une même loi générale gouverne tous les phénomènes physiques et métaphysiques de la nature. Alors là, il met en référence l'ouvrage de Pappus, ouvrage inédit sur l'analogie. Ce simple énoncé nous donne l'exposé de toute une science, mais aussi de toute une philosophie, de toute une religion. Et en effet, la science occulte les contient toutes les trois, et résout un problème réputé de nos jours comme insoluble. Elle le concilie. Je n'exposerai ni la thèse philosophique ni la thèse religieuse devant vous, théosophes qui connaissaient la synthèse ésotérique de toutes les religions et de toutes les philosophies. Je ne pourrais que répéter ce que vous connaissez sans doute mieux que moi, et cela sans profit pour le sujet que je vais développer. Vous vous souvenez, c'est quand même une époque, on n'avait pas eu les deux guerres, c'est une époque où l'ésotérisme, l'occultisme étaient un petit peu à la mode, il y avait beaucoup de théosophie, hein, dans ces milieux très bourgeois et en tout cas les milieux culturels assez aisés. Je ne m'occuperai que de la partie scientifique de la doctrine occulte, c'est d'elle seule que je dois tirer les éléments de ma critique. Qu'est-ce donc que cette harmonie? Comment se manifeste-t-elle? Et comment se réalise-t-elle? La science occulte nous enseigne que dans la nature deux principes contraires sont en lutte. La force et la matière, mais que ces deux principes viennent s'équilibrer, donc la force et la matière, dans un troisième qui participe des deux et le concilie, c'est la vie. Donc les forces, la matière concilient et participent dans la vie.
L'univers est donc un grand tout polarisé. Au pôle nord est la force, au pôle sud est la matière. Je répète ce qu'il dit, au pôle nord est la force et au pôle sud la matière. Au centre, la vie qui fait de ces trois éléments un tout harmonieux. Mais cette harmonie est universelle, avons-nous dit. En effet, partout dans la nature, ces deux principes se trouvent en présence et partout, ils s'équilibrent en vertu de la même loi. La création d'un terme intermédiaire qui les contient tous les deux. Alors non, c'est plutôt là dans le ton, pour pas que ça vous égare. En effet, partout dans la nature, ces deux principes se trouvent en présence et partout, ils s'équilibrent en vertu de la même loi. La création d'un terme intermédiaire qui les contient tous les deux. L'ombre s'oppose à la lumière, mais ombre et lumière s'équilibrent dans la pénombre. Ça c'est important parce que je répondais à un commentaire tout à l'heure. Attention à la notion de dualité, on repense au yin et au yang. C'est peut-être bien plus complexe que ça, c'est pas juste les méchants, les gentils, le noir, le blanc. Et j'aime bien parce que ça fait une petite synchronicité, cette phrase fait une synchronicité à ce que je viens juste d'écrire avant de commencer à lire. L'ombre s'oppose à la lumière, mais ombre et lumière s'équilibrent dans la pénombre. 2 points. L'acide s'oppose à la base, mais acide et base s'équilibrent dans le sel. Alors, je vous avais dit qu'au niveau des textes alchimiques, j'en ferais pas trop, et que justement j'avais pas assez de données et de connaissances à ce sujet. Petite note, je suis en train de m'y mettre, donc il peut y avoir des évolutions. Donc le sel, ça y est, je sais ce que c'est. C'est bon. Mais on verra un petit peu plus tard, parce que je suis juste au début, donc je vais pas affirmer certaines choses dont je ne suis pas encore tout à fait... je suis pas encore établie dessus. Donc on reprend cette phrase, l'acide s'oppose à la base, mais acide et base s'équilibrent dans le sel. La répulsion s'oppose à l'attraction, mais attraction et répulsion s'équilibrent dans l'équilibre. C'est le mot consacré et les planètes tournent harmonieusement autour du soleil. Bon, ça c'est la dernière référence sur l'univers pour l'instant. Et mais c'est vrai que, vous voyez, on revient... je dis ça, c'est parce que en fonction des époques, effectivement, il y a eu des croyances un petit peu différentes, des savoirs aussi différents. Maintenant, on a la science qui a pu établir certaines choses, mais voilà, je m'en remets aussi à une question qui avait... Vous savez, je me suis intéressée récemment à une question sur des projections astrales. Il y a un sujet qui avait été évoqué avec des expérienceurs, et la question avait été, est-ce que dans justement vos projections, vous avez déjà eu des notions de l'espace? Je vous laisse la question pour ceux qui sont expérienceurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur cette chaîne, mais posez-vous la question et je serais ravie d'avoir vos avis également. Alors, donc là, ce qu'il écrit dans ce texte, pour revenir au texte, c'est pas si simple, et on a quand même une neutralité donc qui revient à partir du moment où on met deux éléments opposés, on a une neutralité qui arrive. Donc acide-base, ombre-lumière, et attraction-répulsion. Tous les phénomènes de la nature, du plus grand au plus petit, ne sont que la manifestation incessante des différents états d'équilibre de la force et de la matière. États variant suivant la quantité de force qui s'oppose à la matière ou la quantité de matière qui s'oppose à la force. Alors attendez, on reprend cette partie. Phénomènes de la nature les plus grands ou aux plus petits ne sont que la manifestation incessante des différents états d'équilibre de la force et de la matière, états variants, suivant la quantité de force qui s'oppose à la matière ou la quantité de matière qui s'oppose à la force. Depuis la force matérialisée, donc entre parenthèses la roche, le minéral, jusqu'à la matière subtilisée, ou la matière forcée, il met virgule, le grain de pollen, l'atome électrique, ainsi que nous l'enseigne notre frère Barlet.
Alors, vous vous souvenez que dans ce livre, on avait, par rapport à Barley, on avait uniquement l'image, hein, et la partie du texte, je ne l'avais pas dans le livre, en tout cas, elle a été supprimée, il faudra que je la retrouve. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il dit frère Barley. Ça évoque quelque chose, et surtout plus tard, il va parler de Papus et il va dire frère Papus. Bon, je vous laisse votre interprétation pour ceux qui savent. La substance est une, nous dit lui Lucas, cité par Eliphas Lévi. La substance est une et ne doit ses formes spéciales qu'à la diversité de ses modes de polarisation moléculaire et aux angulations différentes de son rayonnement magnétique. La nature entière est un vaste prisme, ajoute à son tour notre frère Papus. Bon, vous vous souvenez qu'à l'époque, de toute façon, les sociétés secrètes, il y en avait partout, il y en avait sous toutes les formes, et voilà, et c'était très à la mode dans cette on va dire, dans cette bourgeoisie, comme je disais, enfin, pour les personnes qui étaient un peu aisées et cultivées. Donc, la nature entière est un vaste prisme, ajoute à son tour notre frère Papus, prisme contre lequel vient se briser une force unique qui se transforme ensuite en chaleur, lumière, électricité, magnétisme, vie, intelligence, etc. Telle est la thèse générale de la science occulte. Il nous reste à déterminer sa méthode. Mais ne découle-t-elle pas naturellement de tout ce qui précède? Il est évident que ce ne sera ni l'observation simple des faits et leur collection, méthode inductive de la science actuelle, ni l'énoncé d'axiomes métaphysiques dans lesquels on essaiera de faire rentrer tous les phénomènes, méthode déductive jadis fort en l'honneur. Alors jadis fort en honneur. Nous voyons que si la science occulte aboutit à une théorie de l'univers, qu'il est impossible de contrôler, elle s'appuie cependant sur des lois dont nous devons trouver la manifestation dans des faits d'ordre positif et d'expérience. Sa nature est donc d'une méthode qui unit l'induction et la déduction, qui prend dans les faits les éléments qui serviront à l'imagination pour construire son plan de l'univers sous le contrôle constant et de plus en plus étendu de la raison et de la science. Cette méthode, c'est l'analogie. La science actuelle examine les faits, constate l'existence d'éléments opposés et s'en tient à cette constatation. La science occulte pose en principe que ces contraires doivent se concilier et nous fait donc chercher le terme médian qui doit les unir. L'induction, là il le met en biais, l'induction livre la science au hasard et au tâtonnement des recherches, et si parfois elle la conduit à la découverte d'une loi, la laisse toujours impuissante à montrer la raison de ces faits, de ces lois. L'analogie, donc il met toujours en italique, fidèle au principe même de la science qu'elle représente, réalise l'harmonie entre le positivisme forcément stérile de l'observation pure et les rêveries de l'imagination. Ces deux contraires, les faits et les principes hypothétiques, sont reliés par l'affirmation des lois que l'expérience peut démontrer et qui servent de boussole à l'imagination de son voyage à la recherche de l'absolu. Bon, comme d'habitude, il aurait pu nous résumer tout ça en une phrase. Tels sont dans leur ligne générale le principe et la méthode de la science occulte. Nous pouvons les résumer en ces mots. Merci, il m'a entendu? Non, j'ai pas cette prétention, mais il arrive au bout des choses, c'est bien. L'ordre ne règne dans la nature que par l'harmonie des contraires, et de cette harmonie se réalise, au moyen d'un terme médian, la recherche de ce terme est la caractéristique de cette science et l'analogie, la méthode qui donne le moyen de le trouver. Je vous répète cette phrase parce que c'est quand même la plus essentielle de ce paragraphe. L'ordre ne règne dans la nature que par l'harmonie des contraires, et cette harmonie se réalise au moyen d'un terme médian,
La recherche de ce terme est la caractéristique de cette science et l'analogie, la méthode qui donne le moyen de le trouver. La recherche de ce terme est la caractéristique de cette science, l'analogie, la méthode qui donne le moyen de le trouver. Bon, bref les gars, à cette époque on nous disait bossez, vous trouverez peut-être quelque chose. Aujourd'hui on est dans une ère un peu différente, on est dans l'ère de l'exotérisme et je le vois là par certaines initiations ou d'autres lectures donc que je peux pas présenter ici sur cette chaîne parce que ce n'est pas libre de droit, et on voit quand même qu'il y a des choses bien plus simples et on est moins dans ce côté recherche, des choses sont un peu plus faciles un peu plus déjà décryptées, ce qui permet finalement d'avancer un petit peu plus loin. Je pense que à l'époque il fallait vraiment toute une vie. Et aujourd'hui, et puis finalement, on se rend bien compte, là j'ai parcouru pas mal de livres anciens, mais très rapidement, en dehors de la chaîne, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de répétitions quand même, ils pompaient bien les uns sur les autres, et ça je l'ai déjà dit, mais on va essayer de s'en passer sur cette chaîne, je vais essayer. Alors, deuxième chapitre. En possession de ces principes, il faut, avons-nous dit, en montrer l'application dans un fait d'ordre expérimental. Nous allons prendre l'organisme humain, et cela pour deux raisons. La première est que nous mettrons ainsi face à face la science occulte et la science actuelle, et que nous montrerons que si nous donnons parfois une interprétation particulière à certains faits, ces faits du moins sont reconnus par tous les savants. La seconde est que tout en donnant une démonstration du principe occulte, nous construirons pièce à pièce et conformément à la loi divine un organisme qui nous servira plus tard de modèle pour la constitution de l'organisme social. Nous exposerons en temps et lieu la légitimité de ce procédé. Mon savant ami Papus a eu la bonté de me communiquer, pour les besoins de la cause, un large extrait d'un ouvrage en préparation où il expose avec lucidité, la lucidité qui lui est propre, le sujet qui nous occupe. Je lui laisse la parole, mais auparavant, qu'il reçoive l'expression de ma profonde gratitude pour la large part qu'il a bien voulu prendre à ce travail tout entier. Bon, alors ce qui est rigolo, c'est que Papus, il a déjà publié dans ce même livre, donc à la limite, lui qui cite Papus, au final, il aura un petit peu moins à écrire, mais bon. C'est l'impression que ça donne. À l'époque, faut pas oublier, plus ils écrivaient, plus ça les rendait sages, entre guillemets. En tout cas, c'était une perception. Donc là, il cite Papus. D'après la méthode de la science occulte, l'analogie, avec un grand A, une portion quelconque de l'organisme humain doit nous donner la loi, qui met entre guillemets, la loi, donc, qui dirige l'ensemble de cet organisme. Trois grandes parties constituent les centres principaux qui déterminent la constitution physiologique de l'homme. Ce sont le ventre, la poitrine, la tête. Le ventre, la poitrine, la tête. Donc c'est ce qui détermine donc la constitution philosophique de l'homme, pour Papus. Et s'il a dû prendre ça aussi ailleurs. L'examen d'une de ces parties va nous donner la clé de la constitution de toutes les autres. Prenons la poitrine comme exemple. La poitrine contient les organes indispensables à deux grandes fonctions. La respiration et la circulation, c'est-à-dire les poumons, le cœur et les gros vaisseaux. Les poumons reçoivent à l'extérieur l'air qui vient se fixer sur le globule sanguin pour le revivifier. Les poumons sont donc des organes récepteurs. La vie fixée sur le globule sanguin vient se condenser dans le cœur qui la dispersera à l'organisme, suivant ses besoins. Le cœur est une sorte de grenier contenant des réserves vitales, c'est un organe condensateur. Il le met en italique. Enfin, les vaisseaux centrifuges, donc là il met pareil en italique, ou artères, emportent le liquide vivifiant à travers l'organisme, tandis que les vaisseaux centripètes, donc pareil ça il le met en italique, ou veines,
Donc tandis que les vaisseaux centripètes ou veines rapportent au centre le liquide qui va se revivifier lui-même. Au point de vue synthétique, la poitrine nous apparaît comme fabriquant la vie au moyen des 3 sortes d'organes. Un récepteur, donc les poumons, un condensateur, le cœur, des distributeurs centrifuges et centripètes, les artères et les veines. Récepteur, conducteur, distributeur, telle est la grande loi physiologique que nous allons retrouver partout. Dans le ventre, l'estomac recevra également quelque chose, les aliments. Ce sera l'organe récepteur. Le produit de la digestion se condensera dans le grenier de l'organisme, le foie, sous le nom de matière glycogène. Enfin, les intestins et les vaisseaux chylifères seront respectivement les conduits centripètes et centrifuges de cette partie de l'organisme. La même loi se retrouve encore ici. Récepteur, l'estomac, condensateur, le foie, distributeur centripète, les intestins, et distributeur centrifuge, les chylifères. Voilà les organes qui fabriquent le corps. Il met le corps vraiment tout en majuscule. Dans la tête, la loi apparaît encore plus évidente. Un organe reçoit non plus de la matière solide, comme dans le ventre, non plus de la matière gazeuse comme dans la poitrine, mais bien des impressions super-matérielles nommées sensations. Cet organe, c'est la moelle, qu'il met en majuscule. Les sensations vont se condenser, se mettre en réserve dans l'organe condensateur, donc le cerveau. Enfin, des conduits centrifuges ou nerfs moteurs et conduits centripètes ou nerfs sensitifs complètent ici les termes nécessaires à la réalité de notre loi. Dans le système nerveux, nous retrouvons donc un récepteur, la moelle épinière, un condensateur, le cerveau, des distributeurs, conducteurs centripètes, les nerfs sensitifs, des conducteurs centrifuges, les nerfs moteurs. Mais ces divisions que nous retrouvons dans les 3 grandes parties de l'organisme, tête, poitrine et ventre, existent de même pour l'organisme tout entier considéré in globo. En lui, en effet, le corps est le grand récepteur général, le système nerveux, le grand condensateur général. Enfin, le système circulatoire, le grand distributeur général. Cette distribution est réglée dans l'organisme tout entier par un organe indépendant de la volonté, le nerf grand sympathique. Telle est l'application analogique de la grande loi générale, récepteur, condensateur, distributeur, à l'homme tout entier, aussi bien qu'à chacune de ses parties. Voici l'homme et les lois de son organisme. Alors là, on est dans le 3e chapitre. Voici l'homme et les lois de son organisme. L'organisme social obéit-il aux mêmes lois? Telle est la question que nous devons examiner dans une 3e partie. Mais auparavant, prévenons certaines objections. Quel rapport peut-il bien y avoir entre la société et le corps humain, pourraient nous demander les personnes qui n'ont pas encore saisi la profondeur de la méthode analogique? Je leur répondrai que la loi de l'harmonie est universelle et qu'elle doit s'appliquer à la société humaine comme à toute manifestation de la nature. Je leur répondrai que la société formant la synthèse de tous les hommes qui la composent doit fatalement refléter les lois de l'homme et que l'organisme social doit fatalement reproduire analogiquement tout l'organisme humain. La société a les mêmes fins que l'homme. La satisfaction des divers besoins des individus qui la composent. Ayant les mêmes fins, pourquoi n'emploierait-elle pas des moyens analogues? Tout le monde sait que la nature n'a pas l'habitude de multiplier inutilement ses procédés. Enfin, à ceux que ce raisonnement ne convaincrait pas, je dirais que la légitimité de cette comparaison a été reconnue par des auteurs qui sont loin de se prévaloir de la science occulte. Je citerai entre autres M. Jourdan qui, dans un ouvrage couronné par l'Institut du rôle de l'État dans l'ordre économique,
pose franchement le principe de l'analogie et y puise de sérieux arguments pour sa thèse. Bon, jusque-là, je trouve que, je sais pas vous, mais par rapport à son titre, bon, n'est pas trop... Bon. Le malheur est que ces divers auteurs frappés de l'analogie apparente qui existe entre l'appareil de nutrition, l'appareil de circulation et l'appareil de relation dans le corps humain d'une part, et l'industriel, le commerce et l'État dans la société d'autre part, ont conclu immédiatement à l'application des mêmes lois aux appareils sociaux actuels qu'aux appareils physiologiques. Bon. Il fallait démontrer auparavant que les organes constitutifs des appareils de la société actuelle obéissent bien aux mêmes lois que les organes humains. Or, ils ne l'ont pas fait. Point d'exclamation. Le moindre mérite de cette étude ne sera pas d'avoir mis en garde les chercheurs contre un pareil danger et d'avoir donné la véritable formule de l'analogie. La société, avons-nous dit, ayant comme fin la satisfaction des divers besoins des individus qui la composent, doit fatalement nous offrir des organes analogues à ceux qui servent aux fins de chaque individu. Or, notre frère Pappus vient de nous montrer comment dans l'homme, tous ces organes se condensent en 3 centres principaux, le ventre, la poitrine et la tête, destinés à produire l'un le corps, l'autre la vie, le troisième la volonté. Cherchons dans la société les 3 appareils destinés à produire le corps, la vie, la volonté de l'entité sociale, et voyons si leurs organes respectifs obéissent au même principe. Alors, je pense que quand même je ferai attention, j'aimerais quand même mettre plus de livres ésotériques, hein. Là, c'est un peu bon. L'ensemble des rapports des travailleurs et des producteurs, après on verra la suite, on verra la fin, que la science groupe sous le nom d'économie, reproduit assez exactement l'appareil de nutrition de l'homme, ce sera le ventre de la société. L'ensemble des fonctionnaires chargés de la justice et de l'administration, de l'ordre, constituera assez exactement la vie animique de la société, ce sera la poitrine. Enfin, les gouvernants gardiens de l'État formeront la volonté de l'entité sociale, sa tête. Mais de même que ventre, poitrine et tête reposent sur un support commun, le corps de l'individu, tout entier, de même économie, administration, gouvernement, repose sur un support commun, le sol avec ses contours et ses limites qui forment la partie de tous les citoyens. Oui. Comparons chacun de ces éléments à l'élément correspondant à l'organisme humain et notons contraste et ressemblance. On a compris, je crois, mais bon, on va aller au bout, histoire de... Mais je crois qu'on n'est pas très loin de la fin de mémoire. Si nous examinons le corps, nous voyons que dans l'individu, il constitue la base collective des organes et des appareils. Il reçoit bien le sang nécessaire à son développement, au son développement de la circulation générale, mais aucune de ces cellules constitutives ne peut, à l'état sain du moins, agir sur les organes de même que les organes ne peuvent agir sur lui. Dans la société, au contraire, nous voyons des individus s'approprier des parties du sol. Ici, le corps social ne constitue plus un support commun protégeant tous les organes également et en vertu d'une loi de l'organisme, mais un support mobile et soumis à l'influence des diverses cellules. Oui, il y a moins d'équilibre, ça c'est certain. Nous verrons les conséquences de cette infraction à la loi organique, comme toutes celles d'ailleurs que nous allons constater dans notre 4e et dernière partie. Si nous examinons maintenant le ventre de l'homme, nous voyons sans peine que les organes et les cellules qui le composent ont un but unique, la fabrication de l'élément matériel, et forment ce que l'on appelle l'appareil de nutrition. Cellules et organes coopèrent chacun de leur façon à cette fonction, mais nous avons vu comment et en vertu de quelle loi le travail est divisé, mais il est aussi organisé. C'est en vertu de cette loi générale de tout organisme que chaque cellule, chaque organe accomplit tel travail plutôt que l'autre. Plutôt qu'un autre, plutôt que tel autre. Remarquons enfin que cellules et organes ne consomment pas le fruit de leur travail, mais l'abandonnent à l'appareil de nutrition tout entier.
qui réunit les divers éléments constitutifs du sang et va les remettre à l'organe distributeur, dont la mission est de les lancer dans la circulation générale où cellules et organes puiseront la vie. Donc en gros, oui, là ce qu'il essaye de dire, c'est ce côté un petit peu communisme en fait. C'est que tout le monde sert une même et tout est redistribué. Après, ce qu'il évoque pas quand même, c'est que là, lui, il parle du corps qui va finalement s'activer de manière similaire un peu partout, sauf en cas de maladie ou défaillance. Mais on part du fait que chaque organe prend son rôle à partie et il fait son travail et a la même force que tous les autres. Dans notre société, c'est pas tout à fait ça. Résumons ces données. Nous avons division, organisation et corporisation. Si je puis m'exprimer ainsi du travail de nutrition. Et c'est justement pour ça que je pense que comparer, ça c'est mon avis personnel, mais vous me direz ce que vous en pensez. C'est que finalement comparer le corps humain à nos sociétés, déjà on a tous des corps humains un peu différents qui vont être régis d'une façon. Ils fonctionnent tous de la même façon, mais il va y avoir des faiblesses chez certains, des maladies vers l'autre, chez d'autres. Et voilà. Donc c'est pas tout à fait. Je suis pas sûre finalement que ce soit un bon exemple. Vous me direz ce que vous en pensez. Chaque cellule est un travail propre, mais ce travail est soumis à la loi de l'organisme. Vous voyez, dans notre société, tout le monde travaille pas de la même façon et avec la même force. Il n'a pas pour fin directe le développement de la cellule qui le fait, mais la production d'un des facteurs dont se compose le sang, qui dispense la vie à tout le corps entier. Que se passe-t-il ici dans la société ? Nous remarquons bien des organes, l'agriculture, l'industrie, la main-d'œuvre, etc., mais sont-ils coordonnés ? Il est facile, hélas, de se rendre compte que non. Agriculteurs, industriels, financiers ne remplissent pas un travail social, mais un travail personnel, et ce n'est que leur intérêt personnel et non l'intérêt social qui guide leurs travaux. L'ordre apparent qui règne entre ces divers organes n'est qu'un équilibre plus ou moins stable entre les intérêts généraux et de ces organes libres, de même que dans chaque organe, il n'est dû qu'à l'équilibre instable des intérêts particuliers dont la concurrence est le balancier. Ah oui. Agriculteurs et industriels, avons-nous dit, ne sont guidés que par leur intérêt personnel. Comment cela se peut-il faire ? Dans le corps, nous avons vu que chaque cellule abandonnait le fruit de son travail à l'économie générale, qui le lui rendait sous une forme parfaite, le sang. Il n'en est donc pas de même dans la société. Évidemment non. Ici, chaque travail leur conserve le fruit de son travail et le transforme lui-même en sang, c'est-à-dire en monnaie. Mais ce sang social vient-il au moins d'une source unique? Est-il canalisé? A-t-il une circulation régie par une loi générale de l'organisme? Non. La monnaie va et vient, circule sans loi au milieu du corps social, afflue ici, manque là, selon les hasards et les caprices de la production, et de l'échange de cellules individualistes et égoïstes. C'est l'incoordination dans la circulation comme dans la production. Mais sommes-nous en présence d'une nouvelle infraction à la loi de l'organisme? Le ventre de l'homme n'a qu'une seule fonction, la nutrition. Ici, nous voyons la nutrition et la circulation confondues. Dans l'homme, le ventre est le centre de la nutrition, la poitrine le centre de la circulation. Dans la société, le ventre contient à la fois la nutrition et la circulation. Reprenons les autres différences que nous avons constatées. L'incoordination des organes et le travail égoïste des cellules, et nous aurons un résumé des infractions à la loi de l'organisme dont nous montrerons tout à l'heure les conséquences. Passons à la poitrine. C'est dans la poitrine humaine, avons-nous dit, que vient se condenser les fruits du travail de toutes les cellules et de tous les organes du ventre. Le sang, il se vivifie sous l'action des poumons, passe au cœur, et de là, irradie dans tout l'organisme qu'il régénère. C'est ce que l'on appelle la circulation.
Nous voyons là l'élément mixte qui doit unir la poitrine au ventre. Quel est l'élément qui l'unit à la tête et en fait bien ce terme médian dont nous avons parlé au début, destiné à équilibrer ces deux contraires, le ventre et la tête? Cet élément, c'est le grand sympathique. Indépendant de la volonté, il est régulateur de tous les organes qui fonctionnent sans l'intervention de celle-ci, par exemple le foie, le cœur, l'estomac. Si maintenant nous cherchons quelque chose d'analogue dans la société, nous n'y trouverons rien. Nous avons vu que le ventre avait absorbé la circulation. La tête a absorbé l'administration. Le terme médian n'existe pas dans la société. Les deux contraires, l'État et le peuple, sont en présence. Si la loi occulte est vraie, ils doivent s'opposer constamment l'un à l'autre. L'ordre ne peut pas régner dans la société parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Nous verrons bientôt ce qu'il en est. Lorsque je dis que le terme médian n'existe pas, j'exagère évidemment. S'il était complètement absent, la société ne serait pas ce qu'elle est actuellement, nous aurions l'anarchie et le despotisme bien nets. Ce terme médian existe à l'état embryonnaire, il se manifeste dans l'économie par l'intervention de l'État dans la production et la circulation, dans l'administration par l'autonomie relative de certaines autorités locales. C'est là évidemment une circulation et une organisation bien élémentaires. Qu'est-ce en effet de cette intervention intermittente et particulière de la volonté sociale à côté de l'action constante, régulière et générale du cœur et du grand sympathique? Donc l'action du cœur et du grand sympathique. Quoi qu'il en soit, nous voyons là un essai d'organisation générale, une réaction lente du principe social contre le principe individuel, une confirmation donc de la loi qui veut que les organismes dépendent de l'organisme et non l'organisme d'un organe quelconque. Comparons enfin la tête et l'État. La tête et l'État représentent la volonté de l'individu, la volonté de la société. La volonté est produite au moyen d'un organe particulier, le cerveau qui, comme tous les autres organes, reçoit le sang nécessaire à sa vie et à son développement, de la circulation générale dont la poitrine est le centre. Si nous examinons cet organe, nous voyons qu'il est composé de cellules spéciales, cellules affinées quintessentielles, subtilisées par l'organisme tout entier. Alors, quintessentielles, pardon. La volonté dans l'homme est donc le produit d'un organe spécial, le cerveau nourri conformément à la loi de l'organisme tout entier, mais composé de cellules particulières. Dans la société, l'État, organe de la volonté, ne reçoit pas la monnaie. Ce sang social d'une circulation générale qui n'existe pas, il la reçoit en vertu d'une circulation particulière, l'impôt, qui part du ventre pour arriver jusqu'à lui. Économiquement, l'État ne semble pas faire partie intégrante du corps social, il s'en détache presque et n'est relié à lui que par une espèce de cordon ombilical qui est l'impôt. C'est un petit peu pareil aujourd'hui, mais en pire, parce que pensez bien, à l'époque on était en 1890, c'est complètement différent. Hein. Cette opposition était encore plus frappante avant 1789, vous voyez, même lui il parle du passif. Alors que tous ceux qui touchaient à l'État ne payaient pas d'impôts. Depuis le cordon s'est élargi, mais au fond, la situation est la même. Si nous examinons maintenant les cellules qui composent plus particulièrement l'organe de la volonté, les gouvernants, nous voyons qu'elles proviennent d'une sécrétion morbide intermittente. Des cellules, quelles qu'elles soient, qui composent le corps. C'est vraiment intéressant, hein. Ce cerveau dans l'homme est produit du perfectionnement de cellules hiérarchiquement évoluées à travers les générations. Dans la société, le cerveau se fabrique de toutes pièces. Et les éléments en sont puisés à tous les degrés de la hiérarchie socialement indistinctement. Je n'insiste pas sur ces oppositions qui donneront lieu dans la suite à quelques développements. Faisons cependant un peu de psychologie sociale en passant.
Dans le corps, les organes agissent sur la tête par les sensations. Les fonctions synthétisées par le grand sympathique agissent par le sentiment. C'est la combinaison de ces sensations et de ces sentiments qui font naître idées et jugements, c'est-à-dire la pensée et la raison. Dans la société, nous avons bien les sensations, et encore pas depuis bien longtemps, c'est l'action des gouvernés sur les gouvernants, le droit de suffrage et la liberté de la presse. Mais il n'y a rien qui corresponde aux sentiments. C'est une administration indépendante seule qui pourrait manifester le trouble ou la régulation des fonctions sociales. Mais nous avons vu que l'administration est passive et n'a qu'à exécuter les ordres de la volonté. On est en 1890, aujourd'hui on est en 2024, je vous laisse faire le bilan. 2025, pardon. C'est là, disons-le en passant, la cause de la lutte des autorités locales et de l'administration centrale. C'est ce qui s'oppose à la décentralisation. Car à l'incoordination des organes s'ajouterait immédiatement Car à l'incoordination des organes s'ajouterait immédiatement l'incoordination des seules fonctions qui aujourd'hui soient socialisées et qui maintiennent l'ordre, les fonctions administratives. La décentralisation ne sera possible que le jour où la coordination des organes et des fonctions sera parfaite et conforme à la loi universelle. On en est bien loin. Alors le gouvernement n'aura rien à redouter de l'indépendance de l'administration. On ne fera plus de politique. Et oui, je m'étalerai pas là-dessus parce que le but c'est pas parler politique. Jusqu'à ce jour, entre parenthèses, il est inutile, n'est-ce pas, de dire qu'il est assez éloigné. Toute tentative de décentralisation sera dangereuse, sinon funeste. Elle précipitera la désagrégation sociale et l'anarchie. J'ai volontairement anticipé sur la 4e partie afin de rompre un peu la monotonie de ma comparaison. Oui, t'aurais pu le faire avant. Elle est achevée d'ailleurs, merci. Nous venons de voir, entre parenthèses nécessairement d'une façon bien succincte, toutes les manifestations sociales qui obéissent plus ou moins à la loi de l'organisme humain. Excusez-moi, j'ai une partie du texte effacée. Et toutes celles qui la violent. Il nous reste à mettre la lumière des conséquences de ces infractions. Qu'est-ce qui nous prouve, pourrait-on nous objecter en effet, que la société doive suivre en tout point la loi de l'organisme humain? Nous voyons bien qu'elle enfreint en bien des circonstances. Alors nous voyons bien qu'elle l'enfreint en bien des circonstances. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ces infractions ne soient pas nécessaires? Qu'est-ce qui nous prouve qu'elles doivent avoir fatalement des conséquences mauvaises? La réponse à ces objections très naturelles, nous devons l'avouer, va faire l'objet de notre 4e et dernière partie. On conçoit que, si nous pouvons montrer que chaque fois que la société enfreint la loi, il en résulte un mal et que ce mal n'a pas été créé pour les besoins de la cause, mais est réellement ressenti par la société, qu'il donne des preuves manifestes de son existence et qu'il est exprimé plus ou moins nettement dans les programmes politiques en cours. On conçoit, dis-je, que nous trouverons là une sanction singulière éclatante à la voie universelle et à la science qui l'enseigne. Faisons jouer ce mécanisme bizarre dont nous venons d'examiner les rouages et voyons ce qui va se passer. On arrive enfin à la 4e partie. Bon, on va entamer cette 4e partie, mais j'avoue que honnêtement, je vois pas trop ce que ce paragraphe vient faire dans ce texte, dans ce livre, tout simplement. Pour moi, il est aucunement question de société secrète ou bon, il y a une analogie, on parle un petit peu d'occultisme, mais honnêtement, on va voir ce qu'il va nous dire dans la 4e partie. Mais j'ai peu d'espoir. Je pensais que c'était bien parti, mais quelque part, bon, on verra.
On verra ce que ça donne, mais après ça permet aussi de se donner une idée sur comment ça se passait à l'époque. 4e partie. Il est bien entendu que je ne fais qu'esquisser les actions et réactions de ces rouages les uns sur les autres, ainsi que la résultante finale. Chacun des aspects que nous allons envisager donnerait en effet matière à tout un volume. Oh là, mon Dieu. C'est bon, on a compris, hein. Un volume entier, un livre entier là-dessus, pourquoi pas, mais quand même, on a compris. Je ferai mon possible toutefois pour que la clarté ne souffre pas de cette brièveté nécessaire. Je pense que c'est pas utile de s'étaler, on a compris. Ça c'est moi qui le dis, hein. Je suis désolée, je mets mes petites pensées en même temps. Hein. La première différence que nous avons constatée entre la société et le corps humain est celle-ci. Dans l'homme, la peau, la chair et les os développent en vertu de la loi générale de l'organisme, se développent en vertu de la loi générale de l'organisme, mais n'agissent en aucune façon sur les organes qu'ils protègent, de même que les organes ne peuvent agir sur eux. Dans la société, au contraire, nous avons vu que le sol subissait sans cesse l'action des individus. Ici, le corps va prendre la forme que des organes incohérents voudront bien lui donner. Or, quelles sont leurs tendances particulières? Nous l'avons déjà vu, la tendance des organes du ventre est d'absorber le plus de richesse possible sans souci de la collectivité. On est encore dans un monde comme ça, même 130 ans après. Le ventre va donc se développer outre mesure. La société va devenir obèse. Nous allons voir l'être social, avec une tête décharnée, une poitrine écrasée et un ventre énorme. Ce n'est évidemment pas là le type de beauté et de santé. Mais cet être social a-t-il toujours manifesté la même tendance? Il est facile de se rendre compte que non. Il y a 100 ans, la silhouette était tout autre. Nous avons un individu presque tout en tête, une tête énorme, toujours pas, ou peu de poitrine, un ventre éthique. Nous avons là, mesdames et messieurs, les deux conséquences bien nettes du dualisme que nous avons constaté, et de la lutte implacable de l'absence d'un terme médian, que doivent se livrer ces deux opposés. L'État et le peuple, le pouvoir et l'économie sociale. Il y a 100 ans, c'est la tête qui vivait aux dépens du reste de l'organisme. Nous connaissons le résultat. Une réaction terrible qui s'appelle la Révolution française. Au fond, 1789 a été la revanche du ventre. Revanche inévitable, mais malheureusement aveugle. Ah, ça c'est intéressant d'avoir son avis. Donc lui, en 1790, donc 100 ans après, donc finalement regardez, moins d'années que nous, avec le recul en 2025, on lit ce texte de 1890, lui, il parle d'un événement arrivé en 1789, donc une centaine d'années. Nous venons de voir l'excès contraire auquel elle pousse la société. Il serait intéressant de montrer dans le socialisme d'État, tel qu'il est conçu aujourd'hui, un retour de l'ancien état des choses. Une nouvelle manifestation des actions et réactions continuelles que doivent fatalement exercer l'une sur l'autre les deux principes en présence. Mais cela m'entraînerait trop loin. Qu'il me suffise de montrer dans l'histoire une trace sanglante du mal que peut engendrer dans une société le microbe individualiste et dans le procès-verbal d'un congrès tout récent la reconnaissance de ce vice d'organisation. Il y a un mois environ, un congrès socialiste, dû, je crois, à l'initiative du publiciste américain bien connu Henry George, il y en avait déjà à l'époque, posait en principe la propriété collective du sol indépendamment de ce qui le recouvre, et proposait comme moyen pour arriver au résultat l'impôt unique de la rente foncière. Pensez bien à ça. C'est-à-dire qu'il y a encore une époque où les gens s'installaient sur une zone, et là, c'est différent. On a une histoire de rente foncière, donc ça, c'est vraiment une exploitation financière du sol. Il ne rentre pas dans mon plan de faire la critique des théories que j'invoquerai sur mon passage. Mon but est simplement de montrer dans ces théories la reconnaissance des différents maux qui, selon moi, doivent résulter des différentes infractions à la loi de l'organisme et de trouver ainsi à la science que j'ai évoquée au début d'une sanction qui pourrait lui refuser du prime abord.
J'essaierai simplement de montrer en 2 mots le côté faible de chacune de ces théories, et je passerai. La théorie de la collectivité du sol repose sur une conception fausse des phénomènes économiques. Monsieur Georges croit que la cause du paupérisme est l'absorption par la rente de la terre de toute la plus-value que fait naître le progrès. On voit alors son raisonnement. Faisons que la terre appartienne à tous, et tous profiteront de la plus-value. Les richesses qui s'accumulent dans l'industrie et dans le commerce d'une part, la situation de moins en moins brillante des propriétaires fonciers de l'autre combattent assez énergétiquement cette thèse pour que je n'insiste pas. L'impôt unique sur la rente foncière ruinerait toute une classe de propriétaires, et cela sans profit pour personne. Là, j'aimerais bien qu'ils me disent ce qu'il en pense là. S'il venait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Socialiser le sol est bien. C'est un premier pas vers la réalisation d'une société vraiment rationnelle. Mais il faut nécessairement socialiser aussi les fonctions, c'est-à-dire la coordination. Faire l'un sans l'autre, c'est détruire inutilement l'espèce de logique qui existe dans le mal actuel, c'est précipiter la désagrégation générale. Nous venons de voir l'aspect extérieur que le corps social doit prendre sous l'influence du principe d'évolution des organes sociaux. Portons notre analyse sur chacun d'eux tour à tour et voyons ce qui s'y passe. Fidèles au plan que nous avons suivi jusqu'ici, nous allons commencer par les organes dont le jeu constitue ce qu'il est convenu d'appeler l'économie politique. Nous savons en quoi cette économie diffère de l'économie humaine. Le travail est individuel et égoïste. Il ne reçoit son impulsion que de l'intérêt de chaque individu au lieu d'être relégué et organisé par une loi sociale. De plus, nutrition et circulation se confondent, puisque chaque individu produit et échange tout à la fois. C'est pour ça que moi je pense pas qu'il faut comparer un corps humain à la société. C'est mon avis, mais bon, c'est une analyse, hein. Voyons qui doit résulter de la combinaison d'éléments ainsi composés. C'est toute une théorie économique à résumer. Je vais essayer de l'esquisser aussi brièvement que me le permettra l'intelligence d'une question aussi complexe. Le langage courant résume en un seul mot le moteur de tous ces rouages que nous venons d'exposer. C'est la concurrence. Quels vont être les effets de la concurrence sur les individus, sur les organes et sur l'organisme social tout entier? Tels sont les 3 points que nous allons essayer de mettre en lumière. Ramenons l'économie sociale à ses éléments primordiaux. Tout le monde travaille, tout le monde reçoit une certaine quantité de monnaie en échange de son travail, et c'est avec cette monnaie que chaque individu satisfait et a ses différents besoins. Connaître le rapport de chaque individu avec la monnaie, c'est donc connaître la mesure dans laquelle il satisfait ses besoins, montrer les lois en vertu desquelles ces rapports sont variés, c'est prédire le sort de tous les travailleurs et par conséquent celui de la société tout entière qui en constitue la synthèse. Quand je lis ça, moi, ça me fait vraiment penser à la guerre de l'information concernant qui consomme quoi. Donc je vous laisserai réfléchir à ça, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et aujourd'hui, la guerre de l'information, qui contient justement, qui possède l'information de finalement ce que préfèrent les gens, comment, vous savez, tout ce qui est carte de fidélité, ce genre de choses, maintenant on comprend un petit peu. Je vous relis ce passage justement pour que vous fassiez le lien. Tout le monde travaille, tout le monde reçoit une certaine quantité d'argent en échange de son travail, c'est avec cette monnaie que chaque individu satisfait à ses besoins différents. Connaître le rapport de chaque individu avec la monnaie, c'est connaître la mesure dans laquelle il satisfait ses besoins, montrer les lois en vertu desquelles ces rapports sont variés, c'est-à-dire c'est prédire le sort de tous les travailleurs et par conséquent celui de la société tout entière qui constitue la synthèse. Il ajoute « Ces rapports sont connus. Tout le monde sait que parmi les travailleurs sociaux, les uns reçoivent en échange de leur travail un salaire, d'autres un prix de vente, d'autres enfin des appointements, salariés, vendeurs et appointés, ou, en d'autres termes, ouvriers,
patrons et fonctionnaires forment donc dans la société 3 groupes bien distincts qui ne reçoivent pas la même quantité de monnaie et n'ont par conséquent pas le même mode de nutrition. Tout le monde est d'accord là-dessus. Où les divergences? Alors, où les divergences commencent, c'est dans la nature des rapports des individus de chaque groupe entre eux, d'une part, et chaque groupe avec le groupe voisin d'autre part. Donc là, on va voir effectivement les groupes entre eux et les groupes avec l'interaction avec les groupes voisins. Il est facile de voir l'importance de la question. Si l'on admet en effet que le principe en vertu duquel ces inégalités existent entre les individus et les groupes est un principe rationnel, on admire les effets de la concurrence et on attend d'elle, de son épanouissement complet, le remède aux maux que l'on est bien forcé de constater. Si au contraire on déclare que le principe est mauvais, on ne voit dans l'avenir que crises et complications successives, et l'on demande avec instance des réformes que l'on considère comme urgentes. Essayons de lire dans les faits la solution de cette énigme redoutable. Si nous recherchons de qui les travailleurs des différents groupes que nous venons de poser reçoivent leur monnaie, nous voyons que les ouvriers la reçoivent de leurs patrons vendeurs, que les fonctionnaires la reçoivent de l'État. Vendeurs et l'État forment donc 2 centres distincts qui jouent un rôle prépondérant dans l'économie générale. Nous retrouvons ici nos 2 entités rivales dont nous constatons la lutte depuis le commencement. Oui, sauf que l'État est alimenté par les gens, par la totalité des gens, donc c'est un petit peu virtuel quand même. Mais cet État, de qui reçoit-il la monnaie? Ah ben voilà, c'est ce qu'il dit. Il la reçoit par un procédé spécial, l'impôt de tous les travailleurs sociaux, salariés, vendeurs et appointés. Mais surtout des vendeurs. Nous savons en effet que l'impôt est saisi presque en totalité sur la production et la circulation des marchandises diverses. Or, production et vente de marchandises forment, comme nous le verrons, la caractéristique de la seconde des 2 entités économiques que nous venons de voir en présence. Bah oui, ils avaient beaucoup moins d'impôts à l'époque. La vie économique de l'État, et par conséquent celle de tout un groupe de travailleurs, les fonctionnaires qui reçoivent de lui leur appointement dépend donc, les fonctionnaires donc qui reçoivent de lui, donc de l'État leur appointement, donc leur salaire, dépend donc bien en résumé des vendeurs seuls. Oui, l'État tout seul il fonctionne pas, il n'est pas créateur de richesse. Puisque nous avons vu que de leur côté les ouvriers dépendent eux-mêmes des patrons, de qui ils reçoivent leur salaire. Oui, nous sommes bien en présence du dualisme fatal. On voit dès lors l'intérêt qui s'attache à la question de savoir si l'harmonie va régner parmi ces travailleurs et si production et consommation vont suivre une marche ascendante. Parce que l'État, il agit en rien, il est même pas là, il prend pas forcément de décision. Un patron, il va prendre des décisions, il va prendre des risques, il va mettre des choses en action. L'État, pas dire qu'il soit présent en fin de compte. Les effets de la concurrence et de la loi de l'offre et de la demande sur les rapports particuliers des vendeurs entre eux sont connus. Ils sont à des degrés divers les conséquences des 2 premiers caractères de l'économie sociale actuelle que nous avons exposés. Premièrement, l'individualisme, le fait que tout individu n'est guidé dans son travail que par son intérêt personnel et non par l'intérêt de la société. Deuxièmement, la liberté de production, qui livre les différents organes de la nutrition sociale au hasard de la combinaison de ces intérêts divers, au lieu de les soumettre à la règle que nous avons vue appliquée dans le corps, récepteur, condensateur, distributeur. Je n'insiste donc pas, je me contente de marquer ici la place d'un développement assez important et je passe l'examen d'un fait qui a échappé jusqu'ici et qui vient confirmer d'une façon éclatante la loi que nous avons exposée au début de cette étude. On a étudié les rapports des individus et les rapports des divers organes de l'économie entre eux.
Et de cette étude, on a tiré les conclusions les plus opposées. Cela se conçoit facilement. Ces rapports, en effet, ne forment qu'une partie du mécanisme économique. Il en est une autre que l'on a laissée de côté et dont l'examen doit pourtant jeter une étrange lumière sur la question. C'est la confusion des appareils de nutrition et de circulation. C'est la 3e infraction à la loi de l'organisme que nous avons constatée dans l'économie sociale. Voyons ses conséquences. Dire que nutrition et circulation sont confondues, ce n'est pas dire autre chose que ceci. Tout individu est à la fois producteur et consommateur, vendeur et acheteur. Chaque fois que dans l'individu le vendeur souffrira, l'acheteur qui est en lui s'en ressentira nécessairement. Mais si nous voyons que l'acheteur est précisément le trait d'union, qui l'unit aux autres producteurs, il est facile de voir que le contre-coup se fera également sentir sur ces producteurs eux-mêmes. Nous voyons donc une première conséquence fatale de cette confusion des appareils. Tout ce qui se passera dans la production agira sur la consommation qui devra réagir à son tour sur la vente et par conséquent la production. En gros, tout est lié. Connaître le sort de la production, c'est connaître la vie économique de toute la société. Et oui, d'où je reviens au fait de connaître vos habitudes de consommation. Il n'est pas nécessaire d'être un économiste distingué pour connaître les tendances de la production. C'est-à-dire que, vous voyez, déjà en 1890, ils y pensaient. Donc comme quoi, c'était vraiment un atout de connaître les habitudes de consommation. Il suffisait qu'il les ait mis en place d'une manière technologique, et puis c'est parti, les données, elles sont là. Tout le monde sait que sa loi est la concurrence. Sa devise, struggle for life. Et oui, il y a déjà de l'anglais à l'époque. C'est en vertu de ces 2 principes que chaque branche de la production sociale tient à se concentrer dans un nombre d'individus de plus en plus restreint. Et oui, il y a de plus en plus de richesses concentrées sur un certain nombre de personnes. Ils en parlent déjà. Les grands capitaux, les merveilles de la science permettent à quelques-uns de suffire presque à la consommation générale et de la satisfaire à des prix qui défient toute concurrence. Mais c'est le progrès, dira-t-on. Les besoins sociaux sont satisfaits avec moins de travail et à meilleur compte. Que peut-on désirer de mieux? Et oui, plus en plus de choses. C'est en effet le raisonnement que se tiennent la plupart des économistes. Réfléchissons un peu. Suivons attentivement le phénomène dans toutes ses phases et loin de trouver en lui la manifestation du progrès, la preuve de la marche de la société vers un avenir meilleur, nous y trouverons la réponse à cette terrible énigme gravée sur le front de la société. Et ça, c'est encore une phrase qui sert à rien pour moi. Enfin, c'est mon avis. Pourquoi le perfectionnement des moyens de production, les conquêtes incessantes du travailleur sur la nature? Le progrès est un mot. Est-il incapable d'éteindre le paupérisme? Pourquoi? Ah, mon Dieu! La réponse est bien simple, elle est naïve presque. C'est parce que le progrès ne profite qu'à quelques-uns et ne peut profiter qu'à eux. C'est parce que le progrès ne profite qu'à quelques-uns et ne peut profiter qu'à eux. Que deviennent les vaincus de la concurrence? Ils portent leurs industries ailleurs, disent tranquillement les économistes. Et s'ils sont ruinés, et si tous les moyens de production sont accaparés, si partout la lutte est acharnée, que vont-ils devenir? Ils vont aller grossir la masse de ceux qui louent leur force de travail, moyennant un salaire, moyennant une somme de monnaie qui, elle aussi, subit la loi de l'offre, de la demande et de la marchandise humaine. Bon, rien n'a changé. Mais effectivement, on a le progrès, en même temps on a de l'évolution. C'est vrai que les métiers évoluent tous, en grande partie. Le rapport de leur travail avec la monnaie est modifié. Et leur consommation doit l'être. Vous voyez, c'est comme ça que, à l'époque, on avait beaucoup de métiers de manutention,
des métiers finalement plombiers, électriciens et autres qui étaient très très courants à l'époque. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui se perdent au profit d'autres technologies et au final, c'est des métiers qui rapportent énormément aujourd'hui pour ceux qui les pratiquent, enfin en tout cas sans parler des impôts et autres greffons qui se placent dessus. Et ce sont des métiers qui se perdent parce qu'il y a de moins en moins de compétences dans le domaine. Vu qu'il y a un appel sur la progression et autres. À voir comment ça va évoluer, surtout avec l'arrivée des robots et de l'intelligence. Mais quand même. L'humain, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous relis des textes. On pourrait dire, voilà, l'intelligence artificielle, moi je pensais que ça suffisait sur les textes ésotériques anciens, c'était pas mal, ça permettait de sortir énormément de textes, enfin beaucoup de textes, même si je me suis arrêtée sur une période, beaucoup de textes à grande vitesse, mais au final, vous voyez, vous revenez à l'humain, donc on verra, l'avenir nous le dira. Donc il écrit, rappelons ici ce que nous avons dit tout à l'heure, sur l'action et la réaction de la production et de la consommation l'un sur l'autre. Je vous l'accorde, on n'est pas du tout dans l'ésotérisme. Mais je vous ferai d'autres textes, ça me motive vraiment sur vous faire... je vais vraiment élucider des petites choses de la chaîne, mais je vais vous faire... là, ça me donne envie de lire des textes un peu plus poussés, parce que bon là... franchement, se taper 70 ou 100 pages sur montrer l'économie et la comparer, c'est intéressant, hein, mais bon, honnêtement, j'imagine que sur cette chaîne, vous vous attendez à d'autres choses, mais on fera d'autres choses. Et là, je continue, c'est parce que je veux finir le livre et je veux surtout passer à Gaïta, j'espère qu'on va avoir de bonnes surprises. Montrons l'aspect général de la concurrence dans toute l'économie et voyons ce qui va se passer. Allez, tenez bon, on arrive à la fin. Il reste plus grand chose. Partout, nous voyons la lutte pour la monnaie faire une œuvre de sélection, puis ça permet de comparer à aujourd'hui. Partout, nous voyons les producteurs les mieux armés pour la lutte rendre la concurrence de plus en plus difficile aux faibles. Réduire de plus en plus leurs ventes, c'est-à-dire leur rapport avec la monnaie, et par conséquent, diminuer d'autant leur consommation. Bah oui, forcément, hein, plus on les appauvrit, moins ils consomment. Donc finalement, ils s'appauvrissent eux-mêmes. La loi de chaque organe est l'écrasement du concurrent. Or, en détruisant le concurrent, le producteur détruit le consommateur, dont d'autres producteurs attendent la monnaie. Ça c'est vrai. Pensez bien à la concurrence, beaucoup tapent, hein, mais ça permet au contraire d'alimenter et de prospérer. Mais bon, après, tout dépend à quel niveau. C'est sûr que bon, si on a que le même type de boutique dans une seule rue, ça sert à rien. Dans chaque organe de production, quelques cellules s'engraissent aux dépens des autres et détruisent les éléments nécessaires au développement de l'organe tout entier. Alors ça me fait penser à un village où, mais vraiment, hein, ça existe vraiment, c'est-à-dire que quand vous avez eu 2-3 commerces qui sont sortis avec des bonnes idées, des choses originales, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui sont arrivées, qui ont créé un commerce similaire juste à côté, dans le même village. Juste parce que l'un marchait bien, l'autre s'est dit vas-y, je vais faire la même chose. Mais c'est complètement, on a toujours, il y a manger et ceux qui sont mangés, quoi. Hein. Mais des fois, voilà, ça s'arrête là, bêtement. Ah tiens, lui il marche, je vais faire la même chose. C'est complètement idiot, quoi. La créativité, parfois, il y a vraiment des problèmes dans cette société. Moi, personnellement, je vous le dis, tous les jours. Même s'il y a des choses très positives, je me dis quand même l'intelligence, mon Dieu, mais où on va, quoi. Voilà pourquoi la loi de la concurrence n'est pas une loi de progrès social. Voilà pourquoi on se trompe quand on croit que du struggle for life naîtra la solidarité. Les moyens de production se perfectionnent, les prix tendent à baisser, mais ceux-là seuls qui sont victorieux dans la lutte en bénéficient. Les vaincus sont rejetés comme des scories inutiles, mais ces vaincus sont des contribuables. Que va devenir l'impôt? T'inquiète, aujourd'hui survit toujours. Leur richesse faisait la richesse de l'État, leur ruine ne fera-t-elle pas sa ruine? On n'était pas au même niveau d'impôt en 1890 et maintenant. Encore une fois, je serais curieuse de voir ce qu'il dirait aujourd'hui. Nous savons qu'aujourd'hui, déjà, l'État remédie à l'insuffisance de l'impôt par des emprunts annuels d'environ 600 millions. Il parle par an, hein.
Or la concurrence vient d'entrer à peine dans sa phase destructive. Je vous laisse le soin de conclure. Telles doivent être, selon nous, les conséquences des 3 infractions à la loi de l'organisme que nous avons constatées: le travail égoïste, la production anarchiste et la confusion de la production et de la circulation dans la société. Tous ceux qui sont là encore en train d'écouter, félicitations à vous, parce que j'avoue que le thème de la chaîne, c'est pas ça. Félicitations pour ceux qui sont encore là. Ouais, on arrive à la fin. Fidèles à notre plan, nous devons maintenant essayer de prouver que ce n'est pas là un mauvais rêve. Vous avez malheureusement trop souvent sous les yeux, messieurs. Alors, il s'adresse à messieurs. Il dit pas messieurs dames, il dit messieurs. Vous avez malheureusement trop souvent sous les yeux, messieurs, la confirmation de ce triste diagnostic. La naissance presque subite de fortunes énormes, l'opposition de ces fortunes aux misères les plus noires. Qu'est-ce autre chose que la conséquence de l'égoïsme dans le travail et de la lutte des intérêts? Les crises générales, les grèves, les krachs. Qu'est-ce autre chose que la conséquence de l'anarchie économique? Enfin l'écrasement lent des petits vendeurs par la grande société et les grands magasins, le développement des syndicats, syndicats des métaux, syndicats des sucres, des blés, etc. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça aux traders dans les matières premières. Qu'est-ce autre chose que la première phase de la période meurtrière de la concurrence que nous avons fait prévoir? Si nous cherchons dans les théories politiques et sociales, nous voyons qu'elles abondent, celles où le cri alarmé est poussé. Les socialistes et les communistes de tout temps, depuis Platon jusqu'à Karl Marx et Lassalle, ont déclaré qu'un vice de constitution minait la société. Mais, ignorant sa véritable nature, incapables d'en saisir toute la complexité, ils ont été mal inspirés, pour la plupart dans les choix, des remèdes qu'ils proposaient. Les struggle lifers les ont traités d'utopistes et de révolutionnaires, et la société a continué sa marche boiteuse. Petit aparté aussi, là on n'a pas eu les 2 grandes guerres, on a 2 grandes guerres qui vont arriver en France, après ces textes. On dit que les guerres donnent un élan nouveau, de création et autres. Et on voit bien qu'à l'époque, ils étaient quand même dans une phase de technologie avant même qu'il y ait eu la guerre. Il y a eu la révolution, certes, mais il y a eu une évolution technologique. Et il n'y a pas eu de crise majeure, en tout cas il y en a une petite, mais c'était pas de crise majeure, ni de guerre. Et au final, quand on dit que oui, la guerre, la crise, c'est bien parce que ça amène des nouvelles choses, regardez, là c'est pas le cas. Et au final, ils vivent la même chose que nous, alors qu'on on a eu des guerres et on a eu des crises majeures, et au final, regardez où nous en sommes, en fin de compte, on a l'impression de dire exactement la même chose. Donc que penser de toutes ces personnes qui disent que c'est d'un élan nouveau, que la société change? On est encore dans cet éternel cycle, donc finalement tout ça pour ça, quoi. Il nous reste à examiner la poitrine et la tête. J'ai bientôt fini. Bah oui, dépêche-toi un petit peu parce que tu t'étales de trop. Nous savons en effet que les organes qui dans l'homme constituent la poitrine, il reste vraiment plus grand chose, qui constituent la poitrine n'existent pour ainsi dire pas dans la société. Les rudiments d'appareils de circulation et de grands sympathiques que nous avons montrés d'une part dans les lois et règlements divers, qui essaient de corriger les dangereux effets de l'individualisme économique, d'autre part, dans l'autonomie de diverses administrations locales, impuissant à établir l'harmonie entre les principes opposés, vont évidemment épouser leur querelle et présenter les mêmes caractères de dualisme que nous avons rencontrés partout. Les revendications véhémentes auxquelles donne lieu l'intervention ou la non-intervention de l'État dans l'ordre économique, l'hostilité bien connue des autorités locales et de l'administration centrale nous en offre preuve indubitable. Si maintenant nous cherchons dans les théories en cours une dernière confirmation, nous voyons que tous ceux qui demandent la décentralisation administrative, tous ceux qui demandent l'organisation, la socialisation du travail, ne dépendent pas autre chose que l'application à la société de la loi de l'organisme humain.
Le cœur se serre cependant lorsque l'on voit que ces deux réformes solidaires complémentaires se rattachent parfois à des théories politiques diamétralement opposées. Quelle profonde ignorance de la cause du mal social cela ne révèle-t-il pas? Les conséquences des différentes infractions que nous avons constatées dans la tête ne nous retiendront pas longtemps. En effet, des trois que nous avons constatées, la sécrétion particulière dont le cerveau social est le produit, sa nutrition spéciale au moyen de l'impôt, l'action de la volonté sur le grand sympathique, c'est-à-dire la centralisation administrative, deux déjà ont été examinés chemin faisant. Nous savons le sort qui est réservé à l'impôt, nous connaissons les effets de la centralisation administrative. Il ne nous reste plus qu'à examiner comment va se comporter la volonté sociale. Émanée de toutes les couches d'une société que nous venons de voir en proie à une lutte acharnée, soumise périodiquement à l'action de toutes ces volontés individuelles affolées par la concurrence, la volonté sociale ne doit évidemment pas jouir d'une grande lucidité. C'est encore le cas aujourd'hui. Les troubles politiques auxquels nous assistons nous donnent des preuves trop fréquemment et trop tristes de son égarement pour que j'insiste. Bah oui, ça reste des humains. Et puis les sociétés secrètes aussi sont très présentes à l'époque et aujourd'hui, même si c'est moins visible, c'est le cas aussi. Notons seulement que les polémiques que soulève le suffrage universel tel qu'il est constitué aujourd'hui, il parle du vote les amis, là on va voir ce que ça donne. Donc, tel qu'il nous est constitué aujourd'hui, sont encore une reconnaissance tacite de la loi universelle. Et passons. Les polémiques qui soulèvent le suffrage universel tel qu'il est constitué aujourd'hui sont encore une reconnaissance tacite de la loi universelle. Et passons. J'en dirai rien là-dessus, vous avez vos pensées. Privé d'organes analogues à ceux que nous avons constatés dans le cerveau de l'homme, récepteur, condensateur, distributeur, le gouvernement ne peut être sain. Les crises ministérielles auxquelles nous assistons tous les 10 mois, une récente crise présidentielle prouve bien qu'il y a un vice de constitution quelque part. La chute de tous les gouvernements qui se succèdent en France depuis 100 ans montre hélas que personne ne le connaît. Ça a pas changé les amis, hein. C'est dingue ce qu'il écrit, je rappelle 1890. Tel est le diagnostic que nous rédigeons à la lumière de l'analogie. Je le livre sans plus de commentaires à vos méditations. Résumons-le en 2 mots. La société est en proie à la lutte de 2 principes opposés qui cherchent en vain leur équilibre. Le principe d'autorité et le principe de liberté encore aujourd'hui. L'État d'un côté, l'individu de l'autre. Les vicissitudes de la bataille la font osciller entre la dictature et l'anarchie. On n'est pas sorti l'auberge. Hein. Ignorant la loi d'harmonie, les ambitieux veulent s'emparer du pouvoir, mais quand après des luttes sans nombre, des serments violés et des défections, ils parviennent enfin à ce pouvoir tant désiré, là, alors là j'arrive pas à lire, excusez-moi, c'est la lot de mort qu'ils ont eux-mêmes généré se dresse tout à coup devant eux et les terrasse sans pitié. Au-dessus de toutes les compétitions, au-dessus de toutes les intrigues, la vieille science occulte des sanctuaires de Memphis et de Thèbes trône impassible formulant pour cela, seuls qui savent le comprendre, la loi. Tout travail égoïste d'un individu et d'un peuple conduit cet individu ou ce peuple à la mort. L'altruisme et la fraternité ne sont pas des rêveries philosophiques. Vous voyez, quand on voit des pays et tout qui souffrent de cataclysmes ou autres, on l'a eu dernièrement avec tous ces gens qui s'entraident. Il y a des réussites là-dedans. Comme quoi, il y a quand même une forme humaine dans des grandes... dans des vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire dans des moments vraiment impossibles, on a quand même une majorité qui s'active. Je dis bien une majorité, malheureusement c'est pas l'ensemble. Messieurs les gouvernants, vous en avez la preuve tous les 6 mois. Mais ça... Oui, ça fait 130 ans.
Voilà comment la théosophie prouve la réalité scientifique et sociale de ces enseignements, sachons les comprendre à l'avenir, et l'avenir s'ouvrira magnifique et radieux pour l'humanité régénérée, par la véritable et universelle loi d'harmonie, la charité. Oui, mais sous quelle forme? Il faut que tout le monde s'y mette. C'est pas une personne donne, une personne reçoit, ça doit être général. Et c'est signé Julien Leget. Donc je sais pas, bravo à vous les amis pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout et qui ont été attentifs. Vraiment, merci pour cette écoute, j'avoue, on n'est pas trop, là on est plus sur un livre sociétal. J'espère que la suite sera plus intéressante, mais en tout cas ça me motive à quand même prendre des textes un peu plus ésotériques. On verra ce que ça donne, parce que je me suis engagée à lire quand même une grosse partie des voix de synthèse sur ma chaîne, donc en voix humaine. Mais rassurez-vous, j'ai des petites surprises pour la suite et même au milieu, parce que je vais pas faire que les livres là de ma chaîne, ça va m'ennuyer. Donc vraiment, merci à vous tous, merci pour votre soutien, merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et pour les suivants, si vous voulez la suite, surtout n'hésitez pas à vous abonner, car je vais faire la suite du livre avec notre cher Stanislas de Gaïta, et vous verrez, j'ai l'impression que ce sera assez court. Merci à vous et à bientôt.